Bonjour, je vous présente une chronique. C'est une chronique sur, évidemment, la radioactivité. Dans cette première partie, je vous parlerai de la situation à Fukushima, donc au réacteur nucléaire, ou ce qui en reste, au Japon. Donc, dans la deuxième partie, vous pouvez avoir des recommandations aussi pour vous protéger ou minimiser en tout cas les effets des radiations sur votre santé et sur la santé des gens que vous aimez. Donc, je commence tout de suite avec un diagramme tout simple qui donne une idée de ce que peut être une centrale nucléaire. Vous avez un bâtiment qui protège le corps ici du réacteur dans lequel on va déposer de l'uranium. L'uranium va donc entrer en réaction de fission nucléaire. La fission nucléaire dégage énormément de chaleur. Cette chaleur-là est utilisée pour faire bouillir de l'eau, pour faire tourner la turbine, et produire ainsi de l'électricité qui s'en va dans la maison. Cette situation est évidemment la situation normale d'utilisation d'une centrale. Dans notre cas, la situation est loin d'être normale. Depuis le mois de mars, donc 2011, vous avez tout évidemment le bâtiment qui a explosé tout de suite après le tsunami et le tremblement de terre. Ensuite, l'eau qui était utilisée pour refroidir ici l'uranium est tombée en panne. Toutes les pompes sont tombées en panne dû à une panne électrique. Très rapidement, la chaleur a grimpé dans le réacteur et malgré les efforts de tous les employés très courageux sur le site pour essayer de refroidir le matériel, colmater les fuites, etc., on se retrouve aujourd'hui en mai, donc le 12 mai, officiellement, le Japon a décrété que le réacteur est en fusion nucléaire, c'est-à-dire que, pas en fusion nucléaire, mais en fusion, puisque tout le matériel ici est sous forme liquide. On a donc une forme de lave, si vous voulez, très très chaude, qui continue d'irradier et de produire des nouveaux éléments radioactifs. La réaction qui a lieu dans une situation comme ça est d'abord l'uranium qui est frappé d'un neutron, donc l'uranium 235, qui est le matériel utilisé, si vous voulez, le combustible utilisé pour faire fonctionner l'usine. Donc une fois que le noyau est frappé, il se divise en deux. On a donc création de deux éléments, avec un très fort dégagement de chaleur qui est utilisé pour produire l'électricité, un rayonnement qui est un déchet, si vous voulez. On a des rayons gamma et des particules alpha et bêta qui sont évidemment nos pires ennemis au point de vue de la santé, plus un neutron ou plusieurs neutrons qui va lui refrapper un autre élément d'uranium et donc la réaction en chaîne continue encore et encore. Les deux éléments ici qui sont produits sont particulièrement importants à considérer. On a beaucoup de sous-produits, si vous voulez, ce sont des déchets, ce qu'on va appeler des déchets nucléaires, qui créent beaucoup de soucis à tous les propriétaires de centrales. Mais dans ce cas-ci, ils sont non seulement problèmes, mais ils sont dans l'environnement. On a du césium 137, de l'iode 129 et 131, du xénon 137. Dans une réaction à ciel ouvert ou dans les bombes atomiques, parfois l'uranium va aussi se transformer en américanium 241. Ces quatre éléments-là, qui sont les principaux qui sont dégagés en ce moment, sont extrêmement dangereux parce qu'ils produisent beaucoup de rayonnement, un rayonnement semblable au rayonnement qu'on a vu ici dans la réaction. S'ils s'étaient contenus dans le réacteur, on n'en parlerait pas, mais ce qui arrive actuellement, c'est que le réacteur est à ciel ouvert. On a donc tout le matériel qui est là, qui est sous forme de lave, et la réaction a lieu constamment. Des éléments sont diffusés dans l'atmosphère. L'eau qui s'écoule aussi pollue la mer. En Amérique du Nord, c'est ce qui nous inquiète particulièrement, et tout ce qui part dans l'atmosphère, dans les nuages et sous forme gazeuse pour se retrouver
sur nos terres, dans les arbres, les maisons et sur les gens qui nous entourent. Le danger de ces éléments-là, évidemment, ce sont la radiation qu'ils produisent. Si on considérait uniquement la radiation qui est ambiante, on aurait raison de dire que le danger est faible. Mais le danger réel est que si ces éléments se retrouvent dans notre environnement, on va les absorber. Si ces éléments sont absorbés, ils sont évidemment à ce moment-là partie prenante de vos organes et des os, etc. Et très peu de ces éléments vont être éliminés par le corps. La plupart vont donc rester indéfiniment. Leur durée de vie est très longue. Pour l'iode, c'est moins long. On vous dira que la demi-vie de l'iode est de 8 jours. C'est-à-dire qu'elle perd la moitié de sa radiation en 8 jours, mais une fois cette réaction-là terminée, l'iode se transforme en un autre élément radioactif qui, lui, est tout aussi dangereux. Donc, ces éléments-là qui s'accumulent dans le corps vont produire une dégradation des cellules et même de l'ADN, et donc produire soit des cancers ou même des mutations à la limite. Donc, il faut absolument éviter d'ingérer ces éléments-là ou de les respirer par les poussières ou par les gaz. Voici donc la situation à Fukushima. Je vous invite à suivre la prochaine chronique qui vous donnera quelques conseils pour essayer de minimiser justement cet effet sur votre santé. Je peux tout de suite vous parler par contre de la diffusion de ces éléments-là dans l'atmosphère. Si on a un élément radioactif ici qui part du Japon, les vents d'ouest, qui sont les vents dominants, vont donc pousser les éléments dans cette direction jusque sur l'Amérique du Nord. Les courants sont habituellement sous les mêmes latitudes et donc le Japon est à peu près Vancouver, donc est sous la même latitude. Donc toute la région d'Amérique du Nord est actuellement sous les retombées radioactives de la catastrophe à Fukushima. On a aussi une carte plus détaillée que je peux vous montrer sur Internet. C'est un organisme qui s'appelle l'INU qui publie des estimés, en tout cas de la propagation atmosphérique de certains éléments radioactifs. On voit ici la carte. On a le Japon qui se trouve à peu près ici au bout de l'Alaska. On a toute la côte américaine jusqu'au Mexique. On a donc le Midwest ici et les Grands Lacs, le Québec et plus loin on aurait les provinces maritimes. Cette carte montre pour une journée spécifique la propagation de l'iode 131 qui est un des éléments dont je vous ai parlé tantôt. Évidemment les zones Bourgogne sont les zones de plus forte concentration atmosphérique. Vous avez une gradation ici en bas. Évidemment, certains de ces éléments-là tombent le long du chemin, soit par des précipitations, la pluie ou des poussières. Je peux vous montrer en dynamique cette carte. Donc, vous avez une idée du mouvement en quelques heures. C'est en accéléré, évidemment, de la propagation des différents éléments, qui est à ce moment-là de l'iode. On peut supposer que le césium et le xénon et l'américanium se déplacent de manière semblable à des concentrations différentes, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation-là est la situation d'une seule journée. Chaque journée est différente et donc l'accumulation va se faire de façon différente sur chacune des régions d'Amérique du Nord. On voit que cette journée-là, le Midwest est particulièrement vulnérable. Évidemment, toute sa concentration-là ne tombe pas au sol, certaines parties continuent, mais évidemment, plus le nuage est au-dessus de notre tête, plus on a de chances que ça tombe au sol. Certaines parties vont évidemment continuer, plus loin vers l'Europe, et faire probablement le tour de la Terre et repasser une seconde fois à des concentrations plus basses. Voici donc un petit résumé de la situation actuelle depuis l'accident de Fukushima en mars 2011. Je vous invite à suivre la prochaine chronique